Bonjour à tous. Merci d'être là et félicitations parce que ça va être un sujet passionnant qu'on va voir avec Alexandre. Bonjour à tous. Donc, le thème de notre conférence, c'est l'avenir de la BI par rapport à l'IA. Donc, vous êtes au bon endroit. On a déjà un petit peu parlé ce matin et donc on va un peu creuser ces différents sujets. Je vais laisser Alexandre se présenter. Moi, je suis Thibaut Chénet, donc je dirige la société MyReport. On est éditeur d'une solution de BI. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens avec Alexandre pour vous donner un petit peu notre regard sur la place de la BI avec cette arrivée de l'IA sur le marché et dans nos usages. Du coup, moi, Alexandre Herman, donc je suis directeur projet de la BU, bon, projet chez Datasulting. Ça fait une quinzaine d'années du coup, que je fais de la BI. Et maintenant, on est très confronté à la partie IA. Donc, c'est bien, on aura un regard sur la partie historique sur la BI et l'avenir de l'IA. Ce qu'on vous propose là, au programme, c'est un relevé interactif. Si vous avez des questions, posez-les nous au fur et à mesure. Et on pourra faire une session questions-réponses à la fin. On va faire un peu un état des lieux. Qu'est-ce que la BI aujourd'hui? Voir comment en fait elle a évolué, à quoi sert la BI, est-ce que c'est toujours d'actualité? Là où on peut avoir de l'apport de l'IA, on voudra mettre en perspective des exemples de cas d'usage, parce qu'il y a un vrai distinguo à faire entre du coup de la BI et l'IA qui n'est pas toujours fait. Essayez de vous projeter un petit peu les différents usages qu'on peut voir chez nos différents clients. Et après, un peu ce qu'il faudra en retenir autour de cette articulation BI et IA. Pour commencer, on va vous poser la question, à main levée, qui chez vous a mis en place des outils BI? Ça, c'est bien, ça. Bravo. Qui utilise comme outil BI Excel? Donc, il y a des gens qui sont honnêtes et puis il y en a qui... Voilà. Il y a encore beaucoup d'Excel dans les entreprises et j'imagine que chez tout le monde, il y a encore de l'Excel et il y a encore des statistiques qui sortent dans Excel et qui permettent de piloter l'entreprise. Mais avoir mis en place un outil de BI, c'est être sur le chemin de la structuration et du pilotage pertinent. Et sur la partie IA, est-ce qu'il y en a qui pilotent leur entreprise à travers l'IA? C'est un peu... Je vois plus du mitigé. Il y en a qui hésitent, il y en a un petit peu, oui, non. Moi, je pense qu'on utilise tous l'IA générative pour se poser les questions comment je dois piloter mon entreprise. Maintenant, comment utiliser l'IA avec les données de l'entreprise pour véritablement la piloter, c'est autre chose. Ce qu'on a vu un peu dans la démo où Gaël y parlait à Théo, du coup, on peut du coup interagir, après poser des questions sur ces données. C'est vrai que pour moi, c'est un peu l'avenir qu'on peut avoir en interaction data et IA. Bon, au-delà des usages, comme disait la personne de chez Swile, où tu peux avoir des usages très IA assistant au quotidien et après très orienté assistant sur tes données ou la partie code, développement. En fait, ces trois pans qu'évoquait Eric étaient intéressants. Alors, ils sont éditeurs de logiciels comme nous, donc il y a effectivement le sujet de comment on intègre l'IA dans nos produits et comment l'IA vous aide à avoir une interaction plus simple. Comment on intègre l'IA dans la construction de nos produits, dans le développement de nos produits. Donc là, c'est un vrai enjeu parce qu'il y a le métier du développement du logiciel qui est en train de se transformer complètement. Et puis après, il y a l'IA dans les processus de l'entreprise. Comment on optimise les tâches à plus faible valeur ajoutée pour apporter plus de valeur, mettre plus d'humains, etc. Et puis ensuite, il y a l'IA dans le pilotage de mon entreprise. Comment l'IA m'aide à piloter l'entreprise et comment elle va exploiter la donnée. Et la donnée, on va en parler beaucoup. Quelles données, quels sont les ingrédients que je vais utiliser pour me nourrir d'informations et mieux piloter mon entreprise. Donc il a parlé de ces trois pans. Et il y a là, nous, ce dont on parle, c'est comment l'IA nous aide à mieux piloter l'entreprise. La vraie question qu'on voulait en fait se poser et vous faire réagir après cette conférence, c'est en fait, est-ce qu'on doit remplacer vraiment notre BI par l'IA ou est-ce qu'en fait elles sont complémentaires? Pour nous, elles ne s'opposent pas et pour moi, elles sont plutôt complémentaires. On verra qu'on va avoir une forte structuration de la donnée à travers la BI et après plutôt de l'exploitation derrière côté IA. En fait, là où on dit que c'est un faux débat, c'est que je vais vous faire des analogies ce matin et j'espère qu'elles seront parlantes pour vous. J'ai déjà faim. L'analogie de la cuisine, donc Gaël parlait des jardiniers, nous on est plus avec la cuisine, c'est que la BI, c'est le fait de cuisiner. Donc vous avez des ingrédients, vos ingrédients, c'est la donnée.
vous avez des fruits, vous avez des légumes, vous avez de la viande, du poisson, etc. Et ensuite, qu'est-ce que vous en faites? Et donc, vous, votre objectif, c'est de créer des plats qui vont vous nourrir pour prendre des décisions. L'analogie qu'on en fait, c'est que l'habillage, c'est le fait de cuisiner. Donc c'est le fait de trier ces fruits, de les éplucher, de les préparer, etc. Et ensuite de les dresser dans une assiette pour vous nourrir. L'analogie qu'on fait, c'est que l'IA, c'est votre nutritionniste. Donc il va apporter de l'intelligence, il va comprendre vos objectifs, il va comprendre vos besoins, et il va déterminer les bonnes recettes. Ça n'empêche pas qu'il faut cuisiner. Et donc l'idée de l'intégration de l'IA et comment l'IA travaille avec la BI, c'est que la BI il va préparer la donnée, va s'assurer de tous les enjeux qui ont été évoqués ce matin, sur la qualité, sur la gouvernance, sur la souveraineté, la fiabilité, la traçabilité. Tout ça, c'est une équipe de cuisiniers qui sait faire déjà tout ça, qui sait trier les légumes, qui sait cuire la viande, etc. Donc ils savent tout faire. Maintenant, l'intérêt de l'IA, c'est que vous n'êtes plus en train d'expliquer au commis comment faire une sauce, comment trier les pommes, etc. Vous allez demander au nutritionniste qui, lui, va faire appel à son équipe de cuisiniers. Donc, ce n'est pas l'IA qui remplace la BI, c'est l'IA qui utilise la BI et qui utilise toute la valeur ajoutée de la BI sur la préparation des données pour que derrière, vous ayez les plats qui soient les plus adaptés. Et donc là où vous aviez des plats très standards, avec juste l'outil BI, donc on faisait des plats qu'on connaissait à l'avance, etc. Avec l'IA, vous allez avoir des plats beaucoup plus élaborés qui correspondent à vos besoins. Plus personnalisé, plus adaptable. Exactement. Si vous avez besoin de perdre du poids, ce n'est pas la même chose que si vous avez besoin de préparer un marathon. Eh ben, c'est ça l'IA qui va s'adapter à votre besoin et préparer les bons plats. Donc, vous dire quelles sont les données qu'il faut utiliser, comment les préparer et comment les consommer. Si on parle sur la partie du coup vraiment BI aujourd'hui, donc pour nous ça reste très structurant et je pense qu'on travaille tous les deux au quotidien sur la BI principalement, même si on intègre de plus en plus d'IA, mais on se rend compte qu'il y a pour nous vraiment 3 pans sur la partie BI. C'est toute une partie qualité, fiabilité, centralisation de la donnée, donc vraiment mettre en place un entrepôt de données pour vraiment la centraliser et qu'après dans l'entreprise on puisse parler un langage commun sur typiquement qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires et derrière l'IA va aller se brancher dessus pour pouvoir en fait calculer un véritable chiffre d'affaires. C'est une partie qui est souvent sous-estimée, enfin, on en parle souvent, et là Gaël en parlait, ça n'a rien à voir avec les outils, c'est l'organisation qu'on met en place dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires chez vous? On parle métier. Le chiffre d'affaires pour le financier, c'est ce qui est reconnu, donc ce qu'on livre au client. Le chiffre d'affaires du directeur commercial, c'est ses ventes. Le chiffre d'affaires pour la partie ADV, c'est autre chose. Donc, c'est formaliser les définitions qu'il y a derrière chacun de vos indicateurs. Parce que la marge, elle peut être différente si on la voit d'un point de vue opérationnel ou d'un point de vue financier. Donc, si vous ne faites pas ça en amont, déjà, vous allez avoir des soucis à vous dire non, mais ton chiffre d'affaires, tu dis qu'il a progressé, alors que moi, je dis qu'il a diminué, quoi. Et ça, on est tous confrontés à cette problématique-là, d'être autour d'une table en comité de direction et ne pas être d'accord sur les chiffres. Et donc, on passe notre temps là-dessus plutôt que de se poser les bonnes questions et les décisions à prendre. Et donc, la qualité et la fiabilité, c'est quelque chose de fondamental. C'est qu'on peut avoir un magnifique indicateur. Si vous dites que vous êtes à 20 000 pieds au-dessus du sol alors que vous êtes à 20 pieds, bah, vous allez vous cracher, quoi. Donc, c'est extrêmement structurant et fondamental de vous assurer que les ingrédients que vous mettez, que les pommes que vous mettez dans votre tarte aux pommes, elles ne sont pas pourries. Ça, c'est crucial, et que vous définissiez qu'est-ce qu'une bonne pomme, qu'est-ce qu'une pomme qui est bien calibrée, qui a la bonne maturité, etc. Sur la partie automatisation, là, c'est vraiment, on est sur un aspect gain de temps. C'est vraiment pouvoir ne plus avoir à travailler manuellement la donnée. Donc là, on va vraiment donner des règles, se dire bah voilà, comment on traite nos données, comment on les récupère, où est-ce qu'on les range. C'est vrai que j'ai plus la notion des Lego, on les met tous par couleur. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va faire sur la partie automatisation et bien ordonner du coup nos données pour pouvoir après derrière les traiter et plus à passer des heures carrées à faire des retraitements manuels ou que chacun fasse son petit calcul de son côté et qu'on n'ait en fait finalement pas le même résultat en bout de chaîne. Alors, je suis là pour illustrer tout ça, hein, donc mon analogie avec la cuisine,
c'est que maintenant, il y a des Thermomix qui savent comment peser, comment découper, comment cuire. Et donc, une béchamel, on n'est plus à la faire à la main avec la casserole. On a un robot, on met les ingrédients et on sait qu'on va les avoir. C'est aussi à ça que ça sert, les outils de BI, c'est automatiser des choses qu'on sait faire, qui sont récurrentes et sur lesquelles on ne veut plus passer de temps. Et la dernière partie, c'est vraiment la partie tableau de bord. C'est vraiment fournir du coup aux équipes métiers un véritable outil de pilotage pour pouvoir après prendre des décisions pour faire grandir du coup l'entreprise. Bon, et là, vous l'aurez deviné, c'est les recettes qu'on a déjà préparées et qui sont aussi utiles pour les entreprises qui sont assez peu matures. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent « je sais que j'ai plein de données, je sais que je dois les analyser ». Et donc, justement, on se dit l'IA va me dire exactement ce qu'il faut que je fasse. Sauf que l'IA, elle ne connaît pas vos ingrédients. Si vous êtes dans l'événementiel, vous allez avoir des ingrédients qui n'auront rien à voir avec l'industrie dans l'acier, par exemple. Donc l'IA, elle va partir, elle n'a aucun contexte, donc elle va faire des généralités. Elle peut vous donner un certain conseil parce qu'elle a des connaissances sur OK, je vais voir dans toute ma base de connaissances les recettes potentielles. L'intérêt de l'outil BI, c'est qu'on a déjà structuré ces recettes-là, on les a déjà automatisées, et entre guillemets, on n'a plus qu'à aller brancher vos vergers, vos fermes, etc., pour que ça fonctionne. Voilà les 3 pans qui constituent le côté structurant et le côté industriel de la BI, c'est que vous avez une cuisine qui tourne, qui fonctionne et qui est capable de servir 300 couverts à chaque service. Et on croit à l'avenir de la BI. Pour nous, elle n'est pas morte et ça va encore perdurer pour pouvoir vraiment bien structurer cette donnée. L'IA pourra nous aider à la structurer, mais on aura toujours besoin de vraiment la centraliser, la garder dans un entrepôt de données pour derrière vraiment l'exploiter sereinement. Pour nous nourrir, on aura toujours besoin de cuisiner. Sur la partie IA, pareil, on a mis 3 pans. Donc toute la partie plutôt prédiction. Donc là, c'est vraiment anticiper, se baser sur les données pour anticiper des évolutions futures, soit sur notre chiffre d'affaires, sur un taux de turnover. Voilà, on peut essayer de prédire en fonction d'un véritable historique de données. C'est vraiment sur la partie anticipation. Et c'est la connaissance, et plus vous aurez des données pertinentes, de qualité, qui retranscrivent véritablement ce qui se passe dans votre entreprise, plus les réponses de l'IA seront pertinentes. Et on parle de l'IA en général, elle a toujours besoin d'un contexte. On parle souvent du prompt, du prompt engineering, tout le monde se développe dans le prompt engineering. Les 2 phases qui sont extrêmement importantes quand on fait de l'IA, c'est d'abord donner du contexte. Dire, voilà, je suis dans telle situation, voilà ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche, voilà le contexte dans lequel je suis. Deuxième élément, ce sont les ressources. Quels sont les modèles qui sont les plus pertinents chez moi? Voilà l'exemple de ce que je ne veux pas, voilà l'exemple de ce que je veux. Et dans le contexte dans lequel je suis, en 3e étape, voici mon prompt, voici ma demande. Ces 2 premiers éléments, le contexte et les ressources, les modèles, les exemples qu'on veut ou qu'on ne veut pas, sont fondamentales pour que l'IA soit la plus pertinente. Et c'est là où la BI est utile. C'est que la BI va fournir un contexte de données à l'IA qui est pertinent, qui est pérenne et qui relate véritablement la réalité de votre entreprise, de l'activité de votre entreprise. Plus votre contexte et vos ressources seront pertinents, plus l'IA sera pertinente et sera capable de répondre à vos enjeux. Plus votre nutritionniste sait comment vous réagissez à tel ingrédient et quels sont les ingrédients que vous mangez, mieux sera son programme. C'est un peu cette idée-là. Et si votre objectif, c'est de perdre du poids, si l'IA sait comment vous réagissez à tel ingrédient, si ça vous fait perdre véritablement du poids ou ça vous en fait prendre parce qu'il y a des allergies, parce qu'il y a des réactions, etc., là, elle pourra vous aider. C'est là le nutritionniste a vraiment de la valeur. C'est ça qu'il faut exploiter, quoi. Exploiter un nutritionniste pour aller éplucher des patates, c'est dommage, parce qu'il y a des cuisiniers qui savent très bien éplucher les patates. Sur la partie automatisation intelligente, on se rend compte que l'IA a quand même plus de capacité de traitement de signaux faibles et de documents très complexes, en fait. Ce qu'on appelle souvent des données non structurées. Sur la partie BI, on va être sur la donnée très structurée. On va vraiment ranger des carrés dans des carrés, des ronds dans des ronds. Là où l'IA va pouvoir en fait interpréter et traiter en fait tout type de documents, textes, images beaucoup plus complexes et permettre après de les traduire et de pouvoir les ranger, on va dire plutôt en langage informatique. Dans mon analogie, j'espère qu'elle vous
parle, mon analogie, parce que si elle ne vous parle pas, ça va être toute la conférence qui va faire ça, qui va pas vous parler. C'est là des produits un peu plus transformés, où il y a des mélanges d'ingrédients, il y a des recettes qui sont déjà faites. Et donc, dans un email, il peut avoir différents types d'informations, le nom d'une personne, une date, un contenu, etc. Eh bien, l'IA va être très pertinente pour préparer et analyser cette donnée-là pour la rentrer dans une structure, pour dire, OK, il y a des lipides, il y a des glucides, etc. Et ensuite, ça rentrera dans le processus classique de dire, OK, je veux intégrer telle proportion d'ingrédients dans mes recettes. Donc là, l'IA est vraiment pertinente parce qu'elle a cette intelligence, cette connaissance globale autour d'un mélange d'ingrédients. Et enfin, du coup, la dernière partie, vraiment tout ce qui est IA générative qu'on a vu apparaître, tout ce qui est ChatGPT, Gemini, pour citer que tous ces deux-là, mais voilà, qui permettent derrière en fait d'augmenter en fait nos connaissances pour vraiment synthétiser du document et avoir vraiment du contenu. Et après, ce qu'on voyait tout à l'heure aussi, pouvoir dialoguer en langage naturel, avoir un assistant conversationnel, pouvoir poser des questions et qui nous répondent également. Voilà, c'est ce qu'on se dit en général, hein, c'est à partir de ces données-là, à partir de ces réactions que je peux avoir et cette activité que j'ai, le nutritionniste va véritablement me donner des conseils, à dire ok, il vaut mieux que tu manges de tel aliment, de tel type de recette, du sucré salé en fonction de tes envies, de tes objectifs, etc. Donc là, c'est entre guillemets, c'est dans cette partie-là qu'on a l'impression de s'y connaître le plus, parce que c'est ce qu'on voit aussi dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Ce qu'on voulait dire, voilà, c'est ça. Ça remplace pas la décision humaine, mais ça permet d'accroître, d'augmenter en fait nos aides du coup à la décision. Et c'est très rassurant en fait d'avoir cet assistant permanent pour nous aider à préparer nos vacances ou à piloter notre entreprise. Maintenant, ce qui est hyper important quand on pilote notre entreprise, c'est de se dire sur quoi ça s'appuie. Et un élément important, et on le verra dans les cas d'usage, c'est que on peut utiliser, et ça a été évoqué dans la conférence, on peut utiliser l'IA pour faire un POC. Et souvent, le POC, il est très séduisant et on se dit, bon, c'est cool. Donc, j'ai demandé à mon nutritionniste de me faire une recette et la recette, elle est d'enfer. La problématique, c'est quand on souhaite que cette recette-là, elle serve 300 personnes tous les jours. Et là, on se dit, OK, c'est le nutritionniste qui a choisi les pommes, qui les a bien préparées, qui a fait tout ce qu'il fallait. Est-ce que le nutritionniste il va être capable de le faire tout seul pour 300 personnes? Là, non, on a besoin d'une équipe, on a besoin de structurer, de s'assurer de la qualité, de la fiabilité, de la traçabilité de la donnée. Il y a aussi cet enjeu dans l'image de la cuisine, c'est que l'intérêt d'un outil de BI, c'est que votre cuisine, elle est ouverte. Donc vous savez d'où viennent les ingrédients, vous voyez comment ils sont préparés, et vous voyez peut-être un problème à un endroit. Là où l'IA, elle va faire des choses extraordinaires, mais la cuisine, elle est fermée. Donc vous ne savez pas trop les ingrédients qui sont pris, vous ne savez pas trop la façon dont ils ont de cuisiner. Par contre, la recette, le plat, quand il arrive, il est extraordinaire. Par contre, est-ce que la pomme qui était dedans, elle avait un verre? Ça, vous le savez moyennement. Et c'est pour ça que, pour nous, il faut utiliser l'intérêt et l'intelligence des deux. C'est-à-dire qu'on a des cuisiniers qui savent très bien faire la cuisine et qui vous montrent comment ils le font. Et ça vous permet d'avoir une vraie traçabilité de la donnée. Et ça, c'est un enjeu crucial. C'est de vous assurer que le chiffre que vous avez dans votre KPI, il est juste. Et qu'il n'y ait pas de débat. On revient sur la définition qu'on a donnée en amont. C'est vous avez bien défini votre donnée. Vous êtes sûr dans tout votre processus que votre donnée, elle arrive et elle est incontestable. Et ça, pour typiquement, nous, notre cible principale, c'est les contrôleurs de gestion. Quand on vient dire à un patron de BU, tu es en perte de vitesse, il y a intérêt à ce que je suis en train de dire soit juste. Parce que si lui, qui est sur le terrain tous les jours, il dit « mais non, tu me dis n'importe quoi, au contraire, j'ai augmenté ma marge », là, le contrôleur de gestion, il perd sa crédibilité, quoi. Donc, quand on est dirigeant, quand on guide les décisions stratégiques d'une entreprise, en tant que contrôleur de gestion, typiquement, on doit s'assurer que la donnée qui va nous permettre de prendre une décision soit juste et incontestable. Ça, c'est l'outil BI qui va permettre de le faire. L'IA va nous permettre de nous poser les bonnes questions. Et ça, c'est l'avenir, c'est l'IA, donc il ne faut pas se leurrer. Et les outils de BI doivent s'adapter et profiter de toute cette intelligence pour amener encore plus de valeur auprès des entreprises, auprès des décideurs. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est là où la BI
peut avoir de l'intérêt et là où l'IA a également de l'intérêt, à quelles questions en fait ça peut répondre. Ce que tu expliquais un petit peu du coup en fait là, c'est sur la BI, ça va être plus on va répondre à des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment savoir expliquer vraiment un vrai chiffre, me dire en fait voilà comment il est calculé, voilà où c'est rangé, et on peut vraiment avoir toute cette traçabilité. Là où l'IA va plus être qu'est-ce qui va se passer, de l'analyse de sentiments, de signaux faibles et extrapoler sur des données structurées et fiables. Après, voilà, on peut avoir plein de cas d'usage possibles sur la partie BI qu'on a essayé de mettre en opposition sur la partie IA. Et c'est toute la complémentarité en fait des deux exercices. C'est qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que mon activité a généré comme information, quels sont les ingrédients que je fais rentrer dans ma cuisine, quelle est la qualité de ces ingrédients. Et il y a un vrai sujet sur la qualité, c'est que si ce que je produis, 60% de mes pommes sont pourries, peut-être falloir que je réfléchisse à comment mon verger est entretenu, quoi. Donc c'est la complémentarité de ce que je suis en train de faire et ce que je veux faire plus tard. Quelles sont les décisions que je vais prendre? Donc c'est la complémentarité des deux. J'ai un bon contexte, j'ai donné un bon contexte, j'ai donné les bonnes ressources à mon IA pour qu'elle puisse me guider dans ce que je vais faire à l'avenir. La BI, ça reste du coup très structuré, c'est important. La dernière partie, c'est réponse à des questions connues. C'est comment je veux avoir, en fait, comment je peux calculer cet indicateur. Là où l'IA va être plus sur la partie exploratoire et pas prendre toujours comme argent comptant le résultat de que l'IA va pouvoir nous sortir. Et c'est ce que disait Gaël tout à l'heure, hein, 80% des besoins qui sont véritablement exprimés, c'est déjà sors-moi mon chiffre d'affaires. Il y a tellement d'entreprises qui attendent encore leur bilan comptable. On est au mois de mai et ils vont découvrir auprès de leur expert comptable que leur exercice 2025 il est profitable ou pas. Enfin, pour nous, ça nous semble assez catastrophique, mais c'est quand même le cas de beaucoup d'entreprises. Tellement d'entreprises sont performantes, c'est-à-dire qu'elles vendent, elles sont profitables, mais elles ne s'occupent pas du cash. Donc elles coulent. Et il y a des entreprises qui sont... le comptable va dire non mais c'est franchement super, votre BE est positif, génial. Ouais mais je suis obligé de fermer parce que j'ai plus de cash, parce que je ne me suis pas du tout occupé du recouvrement. Et ça c'est la réalité, et ça le reporting, les outils de BI doivent le sortir, c'est des recettes qui sont connues. C'est pas besoin d'un nutritionniste pour faire un jambon pâte. Et encore tout le monde sait le faire, et il y a besoin de ces éléments structurants et fondamentaux dans le pilotage d'une entreprise. Maintenant, l'IA, elle va nous amener à aller plus loin, à être plus pertinent face à nos concurrents, être plus performant dans l'attaque d'un nouveau marché, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des questions? J'espère que ça vous parle, hein, cette analogie. Et voilà, si vous avez des questions sur ces sujets, quelles sont les questions que vous posez sur OK, j'ai déjà un outil de BI et est-ce que je dois le remplacer par l'IA? Comment j'intègre l'IA? Il y en a peut-être qui ont des freins, pourquoi ils ne sont pas passés sur des outils BI? Oui. Merci. Oui, l'analogie avec la cuisine est très parlante, enfin en ce qui me concerne, même si je cuisine peu. Mais la question que je me suis posée naturellement, c'est oui, mais est-ce que l'IA ne pourrait pas faire ce que fait la BI déjà? Est-ce qu'elle ne pourrait pas préparer les plats, éplucher les légumes, etc. Oui, à terme, en fait, l'IA va prendre de plus en plus de place et la BI, les fonctionnalités de la BI ne vont pas disparaître, elles vont devenir invisibles. C'est-à-dire qu'on va plus se rendre compte que derrière, il y a quelqu'un qui épluche, qui cuit, parce que, alors je ne sais pas comment va évoluer l'interface homme-machine. Actuellement, les outils de BI, c'est des outils où soit on crée des scripts, soit on fait des glissés-déposés, on coche des cases, etc. L'IA, l'interface, c'est un prompt. Dans quelle mesure le prompt va remplacer les interfaces qu'on connaît à l'heure actuelle? Ça, on verra le délai. Je pense qu'à terme, ça les remplacera. Mais actuellement, en tout cas, je suis encore dans la phase où je me dis, on fait un prompt, on a déjà un résultat hyper convaincant par l'IA, mais il y a quand même un truc qui nous gêne. Il y a une tâche dans l'image qu'on aimerait bien effacer. Et là, on met 3 plombes à essayer de faire effacer une petite tâche sur notre photo. Parce que l'IA, elle ne comprend pas bien ce qu'on veut. Alors qu'avec une petite interface, on clique sur un bouton, hop, la tâche, elle disparaît. Donc, pour le moment, il y a encore besoin, je pense, de ces interfaces homme-machine qui permettent d'interagir avec la machine autrement qu'à travers le prompt, parce que l'IA, elle va de plus en plus
piloter les cuisiniers. Donc encore une fois, hein, c'est pas le nutritionniste, il ne va pas remplacer le fait de cuisiner. On continuera de cuisiner. C'est la façon dont on interagira avec cette cuisine. Est-ce qu'on la verra? Est-ce que pour le moment, avec les outils de BI, on a une cuisine vitrée et on continue de pouvoir piloter la traçabilité de la donnée, de ma pomme jusqu'à ma tarte? Et après, peut-être que la maturité ou l'évolution de notre perception de l'analyse de la donnée dira, en fait, je m'en fiche. Je sais, je peux faire confiance à l'IA parce qu'elle a intégré tous ces processus-là, toute cette mécanique, toute cette qualité, cette fiabilité, cette traçabilité de la donnée. Et c'est un processus qui est en train d'évoluer, en fait. Moi, je le vois plus comme un assistant, un accompagnant. Tu auras toujours besoin d'aller faire un atelier métier, comprendre vraiment le besoin métier, voir en fait quel usage il va être fait, pour remonter après la donnée, comment on va la centraliser, plutôt que se dire, en fait, on prend tout, on voit comment il va nous l'ordonner par de l'IA, voir si on lui fait confiance ou pas. Je pense qu'on a encore besoin un peu de vraiment être l'humain avant pour pouvoir préparer toute cette donnée. Que faire confiance encore à l'IA, même si elle est de plus en plus juste quand même. En fait, l'enjeu est véritablement l'industrialisation. C'est-à-dire que l'IA est capable de faire des choses extraordinaires ponctuellement sur un besoin très précis. C'est un effet waouh court terme. Pardon ? Pour moi, c'est un effet waouh court terme. C'est vrai que Exactement. Ça fonctionne très bien. Mais après, sur du long terme, j'ai plus de doutes. Long terme et le volume. C'est-à-dire que quand on a 5 filiales, 3 ERP à intégrer, etc., là, il y a besoin de prompter. Hein. Il y a besoin d'y aller pour que ça ne fasse pas n'importe quoi. Et encore une fois, quand on est en gestion DAF dirigeant, on n'a pas envie de prendre des décisions juste sur une intuition ou une hallucination d'une IA. Donc, encore une fois, l'IA, c'est l'avenir. Préparons, faisons en sorte d'avoir les bons ingrédients, bien préparés, pour que les recettes soient super et qu'on fasse évoluer les recettes. Pour moi, c'est vraiment le message, c'est qu'on a envie d'avoir des recettes extraordinaires qui nous font évoluer, mais on ne sait même pas les ingrédients qu'on a dedans. Donc on a l'impression qu'on va manger un dessert, alors qu'en fait, on ne fait que du salé, quoi. Et ça, c'est fondamental que dans vos processus de décision, vous connaissiez votre cuisine, vous sachiez le type de plat que vous êtes capable de manger, quoi. On voulait mettre des exemples de cas d'usage. Alors, on a mis plusieurs directions métiers, mais on en a déjà un petit peu parlé. Si on commence par la finance, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir d'assez classique? Ça va être un suivi budgétaire ou un rapport PNL, du réalisé par rapport à tout ce qu'on a budgété. Ça reste vraiment dans la BI et c'est des choses très, très cadrées, en fait. On peut déjà précalculer en fait, tous les indicateurs qu'on va vouloir faire. Donc là, on a vraiment sur une partie BI, préparation de la donnée. Alors que avec de l'IA, on va plutôt aller faire du scoring, de l'interprétation de résultats, en fait. Et typiquement, là, il y a le recouvrement client. Il peut y avoir de l'analyse de mail pour sentir qu'on va avoir un besoin de suivre un client beaucoup plus précisément, parce que le client il met de plus en plus de temps à payer nos factures, et ça, c'est de la détection. Et ça, l'IA est extrêmement performante là-dedans. Et donc, ces éléments qu'elle va détecter dans les mails, dans les délais, etc., elle va pouvoir les intégrer dans la cuisine pour que les recettes qui sortent, le reporting et le suivi client, par exemple, ils soient plus pertinents. Oui, il y a une question. Ce qu'on adore mettre en place quand on commence un projet data, pour ne pas comparer BI et IA, c'est assurer la confiance dans les données qui sont fournies. Des éléments qui sont très basiques viennent de la définition qu'on fait en amont, que je vous ai décrit au départ. Quel est mon chiffre d'affaires? Et là, il y a des éléments qui vous permettent, et on a toujours la traçabilité de la donnée, hein, c'est vraiment essentiel d'avoir la traçabilité de la donnée. Ce qu'on met en place souvent, c'est des data checks. Dire, OK, moi, la définition d'un projet qui est bien tenu, c'est un projet qui a un chef de projet, qui a une date de début, une date de fin, qui a un client. Tout ça, je le définis et je mets en place des tableaux de bord pour m'assurer que les données qui sont remplies dans mon système sont bonnes. Et ensuite, je peux interroger l'IA sur ces sujets-là pour m'assurer que le reporting mensuel, là, si je demande mon reporting mensuel à l'IA, elle ne me ressort pas des éléments qui sont faux. Et c'est pour ça que le contexte que l'on donne à l'IA est essentiel. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle nous donne des éléments faux si ce qu'on lui a donné en amont, les ingrédients, ils sont bien découpés, ils sont triés, ils sont épluchés, etc. Ils sont préparés comme il faut, quoi. Alors nous, on est très pragmatique.
c'est la traçabilité de la donnée. C'est que si on me dit que j'ai fait 20 000 de chiffres ce mois-ci, je peux retracer l'origine de ces 20 000. Et donc, si on parle d'un chiffre d'affaires, je peux avoir toutes les lignes de facture, et on peut remonter au niveau de détail qu'on veut, hein, c'est-à-dire toutes les lignes de facture pour remonter potentiellement au système original, pour dire ces 20 000, ils viennent de 4 factures de 5 000 qui ont été livrées à tel client, tel client, tel client. Et donc, c'est très pragmatique. Et c'est ce que nous, on veut mettre en avant, c'est qu'une IA qui sort une statistique doit être traçable, doit être reconstituable. Et c'est cet élément-là qui est fondamental, et c'est ce que l'outil BI propose. C'est-à-dire qu'une IA, et à chaque fois, elle va être très convaincante. C'est-à-dire, je t'ai fait 20 000, mais regarde, parce que j'ai regardé dans telle info, telle info. Nous, on a eu le sujet, on a changé de ERP. On avait passé d'un ERP à un autre. Donc, on avait 2 modèles qui étaient... voilà. On a interrogé l'IA, et en l'occurrence, sur le nouvel ERP, on n'avait pas encore les données. Et il nous a donné toutes les... Donc, il était sur le... On lui a posé la question, et on ne lui a pas dit, va sur celui-là ou sur celui-là. Donc, il est allé là où il y avait de la donnée, quoi. Et il nous a dit, ben voilà, on en est là. On a dit, mais c'est complètement faux, quoi. Et comment on l'a su? Ben, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il était encore en train de taper sur l'ancien ERP, quoi. Si on n'a pas cette traçabilité, donc, ok, je sens que le gâteau, il est rance. Ben, pourquoi? Parce que la farine, en fait, elle était périmée, quoi. Donc, c'est cette traçabilité, cette fonction de traçabilité qui est essentielle dans votre processus de données. J'espère que ça répond à la question. Oui, on se fera toujours vérifier en fait ce que l'IA nous sort comme résultat, et on est obligé d'aller le vérifier en fait à chaque fois. Et il y aura forcément de l'action humaine pour aller le vérifier en fait. Sur la partie RH, si on veut parler BI/IA, on a plutôt des KPI assez classiques de turnover suivi d'absentéisme. C'est là où par contre sur la partie IA, c'est plus de l'analyse de sentiments, comment les collaborateurs se sentent dans leur interprétation plutôt de leurs commentaires. C'est là où on va être plus sur du prédictif, de l'analyse de sentiments. Et ce qui est intéressant dans ces exemples, c'est que même nous, des fois, on n'a pas idée de comment l'IA peut nous aider. Donc là, on prend l'exemple de l'analyse des sentiments des collaborateurs. Est-ce qu'on a l'idée d'aller regarder, observer ce qui se passe dans les chats des messageries internes pour se dire, OK, quel est l'état d'esprit? On fait une annonce importante dans l'entreprise, comment c'est reçu? Comment les collaborateurs en discutent entre eux, etc. Bon, ça, ce sont des signaux faibles qui permettent à l'IA d'être encore plus, aux décideurs, pardon, d'être encore plus pertinent, parce qu'il y a de l'info qui est à côté du processus classique qu'on peut connaître, fourni par la BI. C'est de l'information supplémentaire que l'IA va fournir pour avoir une analyse plus pertinente. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur toutes les données qui ne sont pas structurées, en fait. Sur la partie supply, plan de production, on le voit, en fait, on a eu un client qui a essayé qui l'a fait avec de l'IA. C'est vrai qu'avant, c'était un tableau Excel, il passait beaucoup de temps, et même un tableau blanc pour pouvoir faire tout son plan de production. Là, du coup, il l'a prompté, et derrière, il a fait de sortie en très peu de temps, donc on est vraiment sur l'effet waouh, là, tout son plan de production à travers Claude, il a sorti toute une application pour gérer sa production. Là, pareil, il a eu une première version, il a fallu l'adapter, revoir le prompt. En fait, il revient un peu à faire de l'itératif comme on pouvait faire en fait sur des projets BI classiques pour en fait recetter, valider en fait ce qu'on va pouvoir derrière utiliser toutes les données qui vont nous sortir par l'IA. Un élément typiquement sur la supply chain qui est hyper intéressant, c'est toute la notion du what if. Qu'est-ce qu'il se passe si je prends telle décision? Là où la BI va être très mécanique, dire OK, premier scénario, je fais tout le boulot de calcul, etc. L'IA va apporter une capacité de calcul et de réflexion bien plus importante et va pouvoir apporter des scénarios avec, encore une fois, le contexte qu'on lui a donné, les modèles qu'on lui a fournis, pour dire OK, si tu recrutes telle personne, voilà ce que ça peut impacter. Si tu remplaces telle machine, l'investissement que tu as au départ, comment tu vas le rentabiliser, etc. Et là, l'IA, elle a énormément de valeur ajoutée parce qu'elle s'appuie sur les données pour fournir un conseil extrêmement pertinent. Ce qu'on voulait vous faire retenir, parce qu'on a bientôt fini en fait, pour nous, la BI et l'IA restent complémentaires. On est obligé la BI restera un peu le fondement et l'IA va permettre d'augmenter en fait nos prises de décision.
Mais ça reste pas une baguette magique. On aura toujours besoin de quelque chose de plus structuré pour pouvoir répondre avec fiabilité. Il y a Julie, notre responsable communication, qui disait qu'il faut faire attention à la baguette magique de Cendrillon. C'est qu'à minuit, on peut vite se retrouver avec une citrouille parce que les premiers POC qu'on a fait avec l'IA sont magiques. Et puis quand on implémente ça de façon industrielle dans l'entreprise, on se rend compte que les données n'étaient pas bonnes, on n'a pas automatisé ce qu'il fallait, on n'a pas fiabilisé les choses. Il n'y a pas de sécurité d'accès, il y a pas mal de sujets qui peuvent être oubliés pour piloter derrière une entreprise. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que ça vous a aidé, ce qu'on vous a partagé ce matin? Voilà, n'hésitez pas. Oui. Bonjour, merci pour la présentation, très claire. Vous parliez de prédiction financière. Donc ma question c'est, est-ce qu'il est nécessaire d'alimenter de manière très explicite le modèle avec des formules de calcul, ou est-ce que le modèle peut lui-même créer des corrélations, trouver des logiques prédictives? Donc on lui donne un océan de données, on a, nous notre activité on est dans le solaire, on va avoir 1500 centrales solaires, et quand il faut prévoir les revenus sur les 20 prochaines années, il y a toujours des événements qui se passent. Est-ce que l'IA est capable d'être autonome, ou c'est à nous en amont de vraiment être finalement déterministe, pour reprendre le terme qui avait été utilisé tout à l'heure? En fait, c'est un mélange des deux. Les langages, les modèles sont de plus en plus pertinents, de plus en plus alimentés aussi. Il y a de plus en plus de data qui leur permettent d'être le plus pertinent possible. Maintenant, encore une fois, pour s'appuyer sur ces données, plus on va l'alimenter, et des données externes qui ne sont pas forcément liées à notre entreprise, des données sur la météo. En fait, il faut toujours... ce qu'on zappe souvent, c'est ces deux premières parties, le contexte et les ressources. Qu'est-ce qu'on alimente auprès de l'IA? Qu'est-ce qu'on lui fournit pour qu'elle soit la plus pertinente possible? Et effectivement, des fois, on a des données qui sont un peu plus pauvres parce qu'on est jeune, parce que ça fait pas longtemps qu'on a notre activité. L'IA va s'appuyer sur d'autres données. Donc là, la pertinence du conseil va être à moduler, à dire, OK, ça ne s'appuie pas que sur mes données, mais ça peut s'appuyer aussi sur tout ce que connaît le modèle à travers ce qu'il a appris de façon générale. Donc là, il y a tous les sujets de gouvernance. Est-ce que je m'appuie sur un LLM public ou j'internalise mon LLM? Mais maintenant, les modèles sont quand même incroyables. Et ils arrivent à sortir des choses qui sont folles. Et surtout, une capacité de réflexion qui est incroyable, qui dépasse même notre imaginaire. C'est pour ça que souvent, on est limité par notre capacité de réflexion. Et je vous incite tous à vous faire accompagner sur l'usage de l'IA dans votre entreprise, parce que même au-delà de la partie pilotage qui nous concerne, dans la structuration de vos process internes, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc les modèles sont, pour répondre à la question, les modèles sont de plus en plus performants. Mieux on va les alimenter, plus ils seront pertinents et précis dans leur réponse. Oui. Ouais, avec le micro, parce que comme ça, tout le monde peut entendre. Bonjour, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Moi, je me pose une question sur la mise en œuvre technique de tous ces sujets-là. Je viens du monde de l'API, l'automatisation, qui est un peu plus éloigné, pas toute la partie data. Mais comme tout le monde, je pense que j'en utilise Claude, différents modèles de langage au quotidien, et de plus en plus. Et en termes d'accessibilité, ça ouvre beaucoup de portes. Je pense notamment au MCP. Alors, pour ceux que peut-être ça ne parle pas forcément, c'est les modèles contexte protocole où concrètement on va discuter avec une API pour qu'il aille interroger des données à droite à gauche et créer des outils d'interconnexion, etc. Dans le monde de la data et notamment de la BI, comment ça se traduit? Est-ce que vous avez des cas peut-être à partager de déploiement pour aller plus vite qu'avant grâce à ces outils de MCP et de modèles de langage? Alors c'est tout le virage que les outils BI sont en train de prendre, que MyReport est en train de prendre. C'est donner accès à des fonctionnalités BI à des modèles publics, à des modèles d'IA qui permettent d'appeler la fonction éplucher, d'appeler la fonction trier, d'appeler la fonction cuire. Donc c'est ce que les outils de BI sont en train de faire, s'ouvrir davantage parce qu'ils ont une compétence, une connaissance de leur métier de cuisiner qui doivent rendre accessible aux nutritionnistes, pour que les nutritionnistes soient de plus en plus autonomes pour se dire, OK, moi j'ai tel besoin pour mon utilisateur, mon client, voilà les outils, les agents que je vais utiliser, les agents IA qui utiliseront des fonctionnalités BI pour avancer, quoi.
Donc, c'est le métier de la BI qui est en train de changer, en train de s'adapter à ce nouveau point d'entrée que tous les utilisateurs vont avoir, qui seront les prompts IA, quoi. Donc après, en interne, c'est vous, si vous avez un choix à faire sur les outils de BI, essayez de prendre les outils qui sont les plus performants dans leur métier et qui vont s'ouvrir le plus possible à cette nouvelle façon d'interagir avec la machine, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question, si ça aide. J'ai une question sous-jacente qui vient à ça et ça répond en partie à ma question, donc déjà merci. Et en termes de déploiement, concrètement, est-ce que vous avez senti un gain de temps avec ces nouveaux outils, ces nouvelles possibilités ? Alors, pour être tout à fait franc, nous, historiquement, on a la grande majorité de nos clients qui sont des PME, qui ont une maturité data qui n'est pas suffisante pour se dire « Ok, on va commencer à implémenter de l'IA ». Parce que, et on est vraiment dans les 80% qu'évoquait Gaël, c'est qu'il y a tellement de choses à faire en amont. Il y en a qui ne savent même pas les ingrédients qu'ils ont. Ils ne savent même pas si c'est des pommes ou des choux-fleurs qu'ils exploitent. Donc, il y a déjà tout ce travail-là à faire, de connaissance, d'appropriation des ingrédients qu'on utilise pour se dire, OK, quels sont les plats qui sont les plus optimums pour tel ou tel objectif. Maintenant, sur les ETI, et c'est la cible qu'on adresse de plus en plus, la maturité elle est beaucoup plus importante. Et là, les sujets sont beaucoup plus dans l'industrialisation de l'exploitation de la donnée que sur comment je fais pour éplucher, trier, etc. Et c'est tout notre enjeu à nous, c'est de faire en sorte que cette intégration, j'intègre une nouvelle boîte, je viens de racheter une boîte, je dois faire l'intégration opérationnelle, l'intégration financière, etc. Comment ça se fait facilement ? Et potentiellement avec l'IA, parce que l'IA va utiliser un agent BI qui sait que moi j'ai les ingrédients dont j'ai besoin, et je vais appeler un autre service pour dire ok, ce nouvel ingrédient que tu n'avais pas sont des poires, le verger il est là-bas. Et débrouille-toi pour aller le chercher, et ça c'est ton boulot. Moi je sais ce que je vais faire de la poire, comment je vais la cuisiner, etc. Donc c'est nos enjeux, c'est d'avoir ces différents pans, c'est comment je vais chercher mes ingrédients dans le système, comment je les amène en cuisine, comment je les prépare, et après, comment je fais ma recette. Il va falloir qu'on clôture, parce qu'il y en a bientôt que ça va démarrer, mais on pourra continuer ces discussions après. Nous, on est présents juste en face, en sortant, si vous avez des questions suite à l'atelier. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous.